L'histoire, que l'on imagine volontiers comme une succession de marbres froids et de discours solennels, recèle en réalité des recoins d'une bouffonnerie insoupçonnée. Derrière la pourpre des empereurs et le sérieux des savants se cachent des épisodes où la raison semble avoir déserté l'esprit des hommes, laissant place à un grotesque qui défie l'entendement. Qu'il s'agisse de vanité démesurée, d'une étiquette mortelle ou d'un entêtement bureaucratique face à la nature, ces récits nous rappellent que le destin des nations a parfois basculé sur un simple caprice ou une situation d'un ridicule achevé. Il est des siècles où la simple courtoisie, poussée à son paroxysme, peut s'avérer plus redoutable que le plus tranchant des glaives. L'astronomie doit beaucoup à Tycho Brahe, seigneur danois dont la rigueur scientifique n'avait d'égal que son obsession pour le protocole et son nez de remplacement en métal. En 1601, lors d'un banquet à Prague, l'astronome se retrouva pris au piège d'une étiquette impitoyable car quitter la table avant l'illustre hôte eût été une offense diplomatique irréparable. Prisonnier de sa propre révérence et de sa vessie héroïque, il resta de marbre tandis que les flots de vin réclamaient leur liberté. Ce qui commença comme une simple gêne se mua en une agonie de 11 jours alors que son organisme, incapable de se libérer après une telle épreuve de politesse, déclencha une infection foudroyante qui l'emporta. Il s'éteignit ainsi, victime d'une étiquette qui l'étouffa littéralement. Pourtant, si ce savant sacrifia sa vie sur l'autel de la bienséance, d'autres puissants préférèrent sacrifier la raison elle-même pour assouvir, par-delà le trépas, des rancœurs d'une noirceur absolue. L'an 897 marque ainsi le sommet de la démence politique au sein de la papauté médiévale avec ce que l'on nomma le concile cadavérique. Le pape Étienne VI, dévoré par une haine tenace envers son prédécesseur Formose, ordonna l'exhumation du pontife défunt pour lui faire un procès en bonne et due forme. 9 mois après son trépas, le corps en décomposition fut paré des ornements sacrés et assis sur un trône pour répondre de ses crimes imaginaires par la voix d'un diacre caché qui devait imiter le mort. À l'issue de ce simulacre grotesque où le juge hurlait sur un squelette silencieux, on trancha les doigts de la bénédiction au cadavre avant de livrer son reste au Tibre, une mise en scène si odieuse qu'elle conduisit Étienne VI à être étranglé en cellule peu de temps après. Cette folie humaine, capable de profaner le repos des morts pour une symbolique dérisoire, se manifeste parfois sous la forme d'une arrogance puérile chez les conquérants épris de leurs propres engins de destruction. Lors du siège du château de Stirling en 1304, le roi d'Angleterre Édouard Ier fit la démonstration d'une vanité spectaculaire. Désireux de tester sa nouvelle merveille d'ingénierie, une catapulte colossale nommée le loup de guerre, il refusa la reddition des Écossais affamés qui agitaient déjà le drapeau blanc. Le monarque les renvoya sans ménagement derrière leurs remparts, estimant qu'il avait investi trop d'or et d'efforts pour se priver du spectacle d'un seul tir. Les assiégés durent donc retourner dans leur fort pour subir l'impact dévastateur d'un rocher de 130 kg avant que le roi, enfin satisfait de son nouveau jouet, ne daigne accepter leur soumission. Toutefois, le sort sait parfois se montrer ironique en transformant les instruments de la prospérité industrielle en source d'un chaos aussi tragique que surréaliste. C'est ce que vécurent les Londoniens le 17 octobre 1814, lorsque le quartier de Saint-Gilles fut victime de l'inondation de bière. L'explosion d'une cuve monumentale au sein de la brasserie Meux et compagnie libéra un raz-de-marée de cervoise brune s'élevant à près de 5 mètres de haut. Si la vague causa la mort de 8 infortunés, le spectacle qui suivit fut plus stupéfiant encore puisqu'une foule compacte, oubliant le drame, se rua vers les décombres pour s'abreuver gratuitement à même le caniveau. On vit alors des centaines de citoyens célébrer cette marée d'amertume au milieu des débris, transformant une catastrophe industrielle en une fête de rue improvisée où l'ivresse l'emporta joyeusement sur la décence. Si l'homme peut sombrer dans ses propres excès, il atteint parfois le summum de l'absurde lorsqu'il tente de dompter, par la force des armes, une nature qui refuse de se plier à ses décrets. L'exemple le plus flagrant reste la Grande Guerre de l'Émeu de 1932, où l'armée australienne se lança dans une confrontation inégale dont le dénouement confine au sublime. Face à 20 000 oiseaux dévastant les cultures, le gouvernement dépêcha des soldats armés de mitrailleuses lourdes. Ce qui devait être une simple opération de régulation se transforma en une déroute humiliante car les émeux, faisant preuve d'une intelligence tactique insoupçonnée, se scindèrent en petites unités mobiles pour narguer les militaires. Après des milliers de cartouches gaspillées pour un résultat dérisoire, l'armée dut battre en retraite, signant l'une des rares fois où une puissance souveraine fut officiellement tenue en échec par une armée de plumes. En définitive, ces fresques épiques mais dérisoires nous enseignent que la grandeur de notre passé est indissociable de sa propre fragilité. Elles soulignent que derrière chaque grande décision ou chaque monument érigé, l'aléa humain et le risque de l'extravagance demeurent présents. Ces chroniques nous invitent à regarder le cours du temps avec une certaine humilité car elles prouvent que l'humanité, dans son génie comme dans ses erreurs,
n'est jamais aussi fascinante que lorsqu'elle se laisse emporter par son irréductible absurdité.